Donc dans ce premier cours, on va reprendre le sujet qui nous avait occupé ou préoccupé la semaine dernière, les raisons de la galoute. Et on avait vu que c'est vrai que la galoute est là pour opérer un tikkun, faire des réparations pour les neshamot qui ont été abîmées, celles qui ont été créées par Adam Arishon pendant les 130 ans où il s'est séparé de Chava, et que donc qui n'ont pas encore été réparées par le Maboul, par le déluge, qui n'ont pas été réparés lors de la tour de Babel. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, la galoute a permis de poursuivre ce redressement, cette réparation. Et c'est la raison pour laquelle des enfants ont été jetés dans le Nil, dans l'eau, pour poursuivre la réparation qui était celle du déluge, ou bien emmurés, ou qui ont travaillé dans le mortier et les briques pour continuer la réparation des neshamot qui s'étaient réincarnés, qui avaient fauté lors de Doraflaga au moment de la tour de Babel. Donc effectivement, la galoute c'est une réparation, mais au-delà de ça, il ne manquait pas de moyens pour Akadosh Baruch Hu de faire des réparations. Pour quelle raison? Des réparations aussi terribles que celle-là, où pendant 86 ans, les Juifs ont subi en Mitzrayim quasiment des camps de concentration. 86 années. Le Matria Elohim, pour bien montrer qu'il y a eu jugement, et que ce jugement avait permis de réparer tout ce qui était fait précédemment. Mais au-delà de ça, au-delà de cette chose-là, il y a un autre aspect à la galoute. Et on avait insisté sur le fait que la galoute est le prélude et le rapprochement vers une situation qu'on appelle panim bepanim, face à face, où on se retrouve dans une situation dans laquelle de plein gré on se rapproche d'Hachem. Je voudrais reprendre en quelques mots ce qu'on avait dit la semaine dernière. C'est-à-dire que Adam Arishon et Chava, quand ils sont nés doigts collés l'un à l'autre. Et cette situation est une situation naturellement contrainte, mais une situation équilibrée. D'accord? Et Akadosh Baruch Hu a décidé, il a dit l'otov liot levado, c'est pas normal qu'il ne soit qu'une seule branche, Adam et Chava, ça c'est pas bien, oui. Et il les a donc séparés. Et c'est ça qu'on appelle Nessira, la coupure. Et pour quelle raison ont-ils été séparés? Ils ont été séparés de sorte qu'ils puissent cette fois-ci, de plein gré, oui, se retrouver face à face. Donc on voit que quand bien même la situation qu'on appellera achor be'achor, dos à dos, était une situation équilibrée, oui, mais elle était une situation contrainte. Ils sont nés comme ça, ils n'étaient pas libres de leur mouvement, ils n'étaient pas libres de leur pensée même. Ils partageaient finalement tout ce leur repas, ils étaient trop proches l'un de l'autre. Il n'y a pas moyen de créer une kirva, un rapprochement qui soit un rapprochement volontaire. Et cette situation de achor be'achor, elle s'incarne dans des situations qui sont bonnes comme des situations qui sont mauvaises. L'exemple même de achor be'achor, c'est Ubar Yerechimo. Le bébé, il est comme un membre de sa mère. Effectivement, que tant qu'il est dans le ventre de sa mère, il est quasiment sa mère, quoi. Il a une identité personnelle, il a un degré de personnalité, mais ce degré de personnalité est très contraint par le fait qu'il habite dans le ventre de sa mère. D'accord ? Il est un membre de sa mère, littéralement. Alors, on dit que c'est des moments de félicité, des moments agréables, mais c'est des moments on est contraint, il n'y a pas moyen de faire autrement. Oui, un enfant qui est à la maison chez lui aussi, et qui est chez ses parents, est contraint. Il fait ce que ses parents lui disent, on ne lui donne pas de raison. Il n'a pas d'appréciation personnelle. Il ne peut pas ne pas vivre la vie telle qu'elle est conçue par ses parents. Oui, ça c'est les situations agréables. Il y a les situations désagréables. Oui, on est dans un pays, on vit selon les us et coutumes de ce pays. On ne peut pas s'en départir sous peine d'être illisible, incompréhensible et mis en danger. D'accord? On ne peut pas, on fait selon les lois de l'endroit dans lequel on se trouve. On est salarié, la subjectivité du patron, c'est votre objectivité à vous, il n'y a pas moyen de faire autrement. Vous êtes contrainte
Et ça, c'est pas désagréable, vous touchez un très beau salaire à la fin du mois, oui. Pas de responsabilité. Et puis la responsabilité, elle n'est pas chez vous, elle est chez l'autre, d'accord? Donc vous voyez que la responsabilité, la situation contrainte n'est pas forcément désagréable. Elle est ni désagréable ni agréable, elle est contrainte. Oui. On est en galoute, on vit selon des lois qui ne sont pas les nôtres, on est pris en charge en quelque sorte. Oui. Le pays fonctionne. Il a son administration, il a son armée, il a sa police, il a ses services, il a ce qu'il offre comme opportunité pour faire fortune ou bien simplement pour travailler. Et ce pays-là, il vous contraint de passer par ses lois. Vous allez en Amérique, vous passez par les lois américaines. Vous êtes en Europe, vous passez par les lois européennes. Il n'y a pas moyen de faire autrement. D'accord ? Vous êtes à l'école, vous passez par les lois du proviseur. Il n'y a pas de... Ce fonctionnement, c'est achor be'achor. Et cette contrainte, il y a un moment où elle devient une contrainte difficile, c'est la nessira, il y a séparation. C'est quand il y a un conflit entre les deux, il y a conflit entre les uns et les autres. Et à ce moment-là, l'équilibre est rompu. Il y a conflit lors de l'adolescence, oui, où l'enfant, bien que ce ne soit pas forcément son intérêt, oui, il dit qu'il est plus important pour lui que sa personnalité émerge, oui, que le fait d'être tranquillement calfeutré chez ses parents. Oui, il faut que ça émerge. Et donc, c'est ce qu'on appelle Nessira, et à ce moment-là, il se coupe de ses parents. Oui, Nessira. C'est aussi, par exemple, à Purim, Mordechai et Esther, qui décident de ne pas suivre ce qui a été même décidé par le roi des 127 provinces. On n'a pas suivi. Il va y avoir rupture. Alors cette rupture est dramatique parce qu'à ce moment-là, ce sont des moments, la Nessira sont des moments de déséquilibre profond où soit l'enfant chez ses parents ne bénéficie pas réellement de la couverture de ses parents et il n'a pas encore fait émerger ses forces personnelles, oui. Et, ou bien dans un pays, quand on risque sa vie en Égypte ou à Babel, oui, où là-bas on est menacé et on ne veut quand même pas accepter le fonctionnement qu'on nous propose. Les phénomènes de Nessira sont des phénomènes qui sont des préludes à un équilibre différent, d'accord ? Un équilibre différent, un équilibre libérateur, où là, cette fois-ci, on va faire rentrer dans notre manière d'agir, on va faire entrer une composante qui nous est personnelle. Nous allons devenir personnels, c'est-à-dire, a été brimé lors de la session de Achor Be'achor, dos à dos, ont été brimées certaines composantes de ma personnalité, et quand on va revenir panim bepanim, où je vais recréer un équilibre dans lequel mon côté personnel va être exprimé, oui, alors à ce moment-là, c'est de plein gré, c'est ma personnalité elle-même qui va s'exprimer et qui va pouvoir maintenir un équilibre avec le décor qui est en moi. D'accord ? Ici, il y a dans la Avodat Hashem aussi un problème de Achor Be'achor. Quelqu'un qui ouvre un livre de Gemara, ou quelqu'un qui ouvre un Chumash, ou qui ne sait pas lire, etc. Il se retrouve dans une situation dans laquelle il ouvre le livre, il est Achor Be'achor, oui, il est contraint d'ouvrir le livre, il est contraint de l'acheter, il est contraint de se mettre devant une table, etc. Il comprend 3 mots et il ne comprend pas le 4e, et ça perturbe sa compréhension. C'est une situation à ce moment-là de Nessira. L'équilibre est rompu, il ne comprend pas, d'accord ? Jusqu'au moment où il découvre le sens, et à ce moment-là, c'est une situation de panim bepanim. Je m'explique, une situation de panim bepanim, d'accord ? En ce qui concerne Adam Arishon, quand Chava a été séparée de lui, il y a eu une période où Akadosh Baruch Hu a fait tomber tardément un profond sommeil sur Adam Arishon. Quelle est la nécessité de cette tardéma, ce sommeil, et qu'est-ce qu'il veut dire ? D'accord ? Alors ça, c'est le cours qu'on va faire aujourd'hui. Je vous ai simplement résumé ce qu'on a fait la fois dernière. Est-ce que c'est clair d'abord ce qu'on a fait la fois dernière ? Oui. Bien. Ici, la galoute, donc la situation de Achor Be'achor, où on est contraint, on vit dans un milieu qui n'est pas le nôtre, notre décor nous contraint, vous comprenez ? On vit dans un monde, soit on vit à la montagne, soit on vit à la plaine, soit on vit en Amérique, soit on vit au Yémen, soit etc.
Donc on vit dans un décor, le décor est contraignant, d'accord? Et la galoute qui m'amène dans ce décor, je ne vis pas selon mes modalités personnelles, je me conforme aux obligations de l'État, d'accord? Et donc ma forme est faite par ces choses-là. Alors, je voudrais comprendre maintenant ce phénomène. Pour quelle raison ça arrive, cette chose-là? Pour quelle raison sont-nous obligés de vivre d'abord une situation d'achor be'achor? La semaine dernière, on m'a posé cette question et j'y avais répondu de la manière suivante en disant de toute façon, à Kajbourou, nous sommes des démembrements de la lumière d'Hachem. Donc, dans un premier temps, on était de la lumière. Il a bien fallu qu'on accède à une individualisation. Et pour accéder à une individualisation, on est passé par un certain nombre de strates où on s'est progressivement, on a acquis une dimension personnelle. D'accord? Mais au début, si on veut exister, il faut bien qu'on soit une part d'Hachem, quelque part. Donc on n'existe pas. On est comme un bébé qui est Rere Chibo, un membre de sa mère. Mais je voudrais regarder les choses un tout petit peu différemment. Les choses ne se passent pas exactement comme ça. Oui? C'est qu'en vérité, il y a un rapport profond entre ce qui se passe dans les cieux et ce qui se passe sur terre. Un rapport très profond. Quasiment un parallèle. C'est-à-dire que je vous ai dit que quand Akashbourou a envoyé ses lumières pour créer le monde, alors il y en avait 9 qui étaient des lumières qui offraient quelque chose et une qui était réceptrice. La dernière qu'on appellera Malchut. Le roi est celui qui va recevoir cette année les 30 000 futurs artistes dans 20 ans, les 50 000 futurs ingénieurs dans 20 ans, les 150 000 futurs ouvriers dans 20 ans, etc. Et si jamais il lui manque ces personnes-là, dans 20 ans, le pays tombe par terre. Si jamais il n'a pas d'économiste, s'il n'a pas d'artiste, il n'a pas d'ouvrier, il n'a pas d'ingénieur, il n'a pas d'inventeur, il n'a pas de professeur, s'il lui en manque, le pays ne va pas fonctionner. Donc le roi est dépositaire d'une bracha, et c'est lui qui fait passer dans son moule personnel cette bracha. Donc la dernière disposition d'en haut, qu'on appelle Malchut, le dernier nom d'Hachem, oui, ce dernier nom est le moule par lequel tous les événements arrivent. Tout ce qui passe par ce qu'on appelle Malchut, mais je ne parle pas encore de la royauté terrestre, je parle de la royauté céleste qui se passe en haut, d'accord? Et donc ce dernier niveau, ce nom d'Hachem, vient là, et naturellement, elle a une fonction, la Malchut en question. C'est elle qui décide la forme que devra prendre la bracha en question. Tout ce qui se passe est fait pratiquement par la Malchut, d'accord? Donc, il se passe là-haut, au moment de ce qu'on appellera Achor Be'achor et Nesira, c'est que les niveaux d'Hachem qui sont en haut, qui représentent de la bracha, se coupent du niveau d'en bas. Et comme on a vu dans Halach Mahania, notre pain est un pain de misère, oui, le dernier He de Yud Kevavke, la Malchut, cette royauté, ce qui préfigure ce qui va passer sur terre, eh bien, elle est aniya, elle est pauvre, c'est-à-dire qu'elle ne reçoit pas la totalité de la bracha. Nous sommes dans une situation de galoute dans le ciel, en quelque sorte. La Shrina, le dernier degré d'Hachem, il est pauvre, oui, il est coupé des niveaux du dessus. Et quand il est coupé des niveaux du dessus, ce qui va se passer sur terre, c'est que la terre va manquer de bracha, elle va manquer de lumière, elle va manquer de compréhension, elle va manquer de tout. Et vous êtes entré dans notre monde, c'est le monde dans lequel nous vivons. Le monde dans lequel nous vivons est loin d'être un monde compréhensible. Oui, c'est un monde dans lequel la bracha manque. Donc ici, quand on a des situations d'Achor Be'achor, c'est pas seulement Adam et Chava qui étaient Achor Be'achor, c'est que la configuration céleste de Adam, qui est les brachot, les sphirotes du dessus, les noms d'Hachem du dessus, et Chava, qui est le dernier nom d'Hachem, Malchut, oui, était en quelque sorte réduit à la portion congrue. Quand en haut, le degré de Malchut ne recevait pas les brachot du dessus, et donc quand le degré féminin ne recevait pas ce qu'il devait recevoir des degrés, disons, masculins, oui, alors à ce moment-là, la pauvreté entraînait une pauvreté sur terre.
En vérité, ce qui se passe sur Terre n'est que le reflet de ce qui se passe là-haut. Quand Hu décide là-haut que les événements de la Terre vont être configurés, vont être formés par ce qui se passe là-haut. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? C'est clair? Et donc, la Malchut, le dernier degré de ce qui se passe dans les cieux, nous sommes en rapport, nous-mêmes, les Bnei Israël, avec la Malchut. Oui? Nous sommes en rapport avec la Malchut. Nous sommes Bnei à Malchut. Pourquoi cette configuration est-elle réduite? Pourquoi? Pourquoi la bracha n'est pas pleine d'emblée? Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas, il veut nous diriger et nous faire travailler et nous amener à un niveau que nous n'aurions pas eu s'il n'avait pas pris la direction des opérations. Pas suffisamment. Non, le Kéli, il est là, mais il n'est pas. Il est vide. Il est vide. Nous sommes aujourd'hui dans un monde vide. Vide. L'empire du vide, disait Mar. Voilà. Vide. Nous sommes dans un monde vide. D'accord? Où il n'y a volontairement par Hachem. Et il n'y a dans ce monde-ci que de quoi le faire vivre. Excusez-moi, le faire survivre. Le faire survivre. Oui. Et donc la Malchut est animée simplement des forces suffisantes pour que le dernier degré d'avant le monde est animé seulement de forces qui lui permettent de se maintenir et d'exister. C'est tout. D'accord? Mais je vous avais déjà dit ça la semaine dernière. Je vous avais dit He l'Ahma'anya. Oui, le He, il est dit Achlou Avatana. Il est qu'un Dalet et un Yud. Il est un Dalet et un tout petit Yud en dessous. Donc le He est animé d'un tout petit point qui lui permet de s'équilibrer. Il n'a pas un beau Vav qui lui permet de donner, que tout est descendu. Et donc, nous mangeons un pain, pas rassis, mais un pain pauvre, d'accord? Ce n'est pas qu'à Pessah qu'on mange un pain pauvre. On mange actuellement un pain pauvre. Nous sommes en galoute, d'accord? Et ici, la nouveauté, donc, ce que je voulais vous faire partager, c'est qu'en vérité, tout ce que nous vivons sur Terre est déjà préfiguré dans les cieux, est écrit déjà dans les cieux. Alors, vous allez me demander, le libre arbitre, machin, etc., on verra, d'accord? Donc, ici, nous sommes, naturellement, Bnei Malchut. Les enfants, nous sommes Bnei Malchut. Oui. Nous sommes les enfants de la Malchut divine. Le dernier degré des noms d'Hachem, oui, sur terre, c'est nous qui sommes ses enfants. Nous sommes Bnei Ashrina, les enfants de la Shrina. J'espère que vous n'êtes pas allé au Vagram. D'accord, ouais. Donc les enfants de la Shrina, oui. J'étais en train de dire que pour bien comprendre l'histoire de notre galoute à nous et de la problématique qu'elle nous pose, c'est que c'est pas seulement une histoire physique du monde physique, c'est une histoire du monde céleste. Akadosh Baruch Hu là-haut, finalement, voile, masque ses interventions et sa force et ses lumières. Et donc là-haut, la configuration des Shemot fait que le dernier Shem, le moule qui reçoit toutes les brachot, il est quasiment vide. Oui, il reçoit une portion congrue qui lui permet à peine de subsister. Et parallèlement, ça décrit, c'est comme si vous voulez une projection. Il y a une image, oui, et ce que vous avez dans l'image, c'est ça qui arrive sur l'écran. D'accord? Nous, on vit l'écran. Donc vous voyez des belles scènes dans l'écran. Et le cow-boy sur le cheval, il descend du cheval, ou bien l'écuyer, il vient avec son truc, etc. Et vous vivez les scènes qui sont dramatiques sur l'écran, mais en vérité, les scènes, elles sont prisonnières de la projection. Oui, c'est la pellicule qui vous fournit cette émotion, d'accord? Et c'est la caméra qui vous le projette, que vous vivez les transes des acteurs dans le film, mais vous ne voyez pas qu'en vérité, ce n'est qu'une projection de la pellicule qui est là-bas, d'accord? Et vous vous identifiez ensuite derrière ça. Eh bien, nous vivons dans un monde comme celui-là. Nous ne le savons pas, mais notre part à nous d'intervention est plus faible que ce que nous croyons, mais pas moins importante. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu décide qu'on descend en Égypte, d'accord? Donc, il diminue sa bracha,
Et dans les premiers schémotes, vous savez que tout se fait par adraga, par descente progressive, jusqu'au moment où on trouve notre monde matériel. Mais notre monde matériel, lui, il est animé, littéralement. Et quand il est animé, il est animé par des forces supérieures. Si Akashbourou coupe le robinet des forces supérieures, c'est comme si, dans la projection, on vous coupait les lumières, on coupe les films. Et donc à ce moment-là, vous n'avez pas sur l'écran, vous avez une autre scène que celle que vous croyez. Nous croyons que c'est nous qui vivons les scènes en bas. Et que c'est le rapport n'est qu'horizontal. Et que c'est à cause du voisin qu'on a un problème. C'est fou. Totalement fou. Totalement fou. C'est complètement fou. On y va progressivement. Il est plus fort, Daniel. Mais si. Quoi? Non, je disais, il y a longtemps qu'on pense plus comme ça. On a d'autres grilles de lecture grâce à vous. C'est la faute du voisin. Non. Il y a longtemps qu'on Non, mais je vais aller plus. connaît la Oui, bien sûr. de la force vitale. Et donc, quand se coupe Ma'ayonot chez les malins, quand se coupent les sources d'en haut, eh bien malheureusement, notre intelligence, notre chorma se coupe aussi. Et c'est la raison pour laquelle on devient bête, littéralement. Oui? Hein? Non, mais on croit, comme on n'a que nous pour juger nous-mêmes, on se croit toujours intelligent, il n'y a pas de problème. Mais il faut se demander si notre instrument, il n'a pas déjà été perturbé, notre instrument de lecture de nous-mêmes, d'accord? Pourquoi pourquoi la source d'en haut se coupe? Parce qu'Akashbourou décide d'amener le monde là, il doit arriver. Quand il a créé Adam Arishon, il a créé Adam et Chava collés l'un à l'autre, dos à dos, d'accord? Ce système est contraint. Il a beaucoup d'avantages, oui. On fait les courses les deux en même temps, oui. Mais il a comme inconvénient qu'il n'y a plus rien de personnel. Et donc, mon adhésion n'est pas personnelle. Mon adhésion n'est pas authentique. Et donc, Akashbourou a décidé de les séparer, l'Otovi et Levado. C'est pas bien qu'ils soient tous les deux seuls, hein, comme une seule et même branche. Il faut les séparer, de manière à ce que s'ils se réunissent, ils se réunissent de plein gré, avec toute leur profondeur. Oui. Je vais vous donner une autre clé, que je voulais garder pour un peu plus tard, mais tant qu'à faire, autant vous la donner tout de suite. Oui. Quand on vous dit que Akashbourou a séparé Adam Arishon, dont les a sciés littéralement, oui, de manière à ce qu'ils soient deux personnes, pour qu'elles se retrouvent face à face. En vérité, quand on dit face à face, on dit panim bepanim. Ce n'est pas seulement face à face. C'est que la pnimiut peut s'exprimer. La profondeur ne peut s'exprimer que s'ils sont séparés. Vous pensez bien qu'il ne peut pas y avoir de profondeur. Ça ne veut rien dire de la profondeur quand ils sont collés l'un à l'autre. D'accord? Et dans toutes les matsavim, dans toutes les situations où je suis contraint, oui, ma profondeur est contrainte. Je la contrains de ne pas s'exprimer. Je ne fais même pas exprès, ce n'est pas possible d'exprimer ma profondeur, car elle heurterait la contrainte à laquelle je suis soumis. Ce n'est pas possible. Et donc le seul moyen d'exprimer ma profondeur, c'est de passer par une nessira, passer par un déséquilibre profond, passer par l'adolescence où je ne suis pas adulte moi-même, mais que je ne veux plus d'entendre mes parents, passer par, et ainsi de suite, toutes ces situations. Ces situations sont des situations dramatiques, d'accord? Et Akashbourou nous a fait passer à fermer les sources là-haut, de sorte que d'abord on connaisse une situation de Achor Be'achor, dos à dos, une situation de Nessira, et puis ensuite qu'on puisse en venir à une situation de Panim Bepanim, où notre Pnimut va s'exprimer. Mais alors à ce moment-là, quelle est la différence entre Achor Be'achor, entre dos à dos et Nessira? D'accord? C'est une situation, un surcroît de déséquilibre. Dans Dvarim, il y a un passage qui nous dit Ani Astir. Je vous demande une petite seconde. Voilà. Vanochi Aster Astir Panay, Biyomao. Et donc ici, je vais cacher ma face, oui, Bayomaou ce jour-là. Et ici, le premier Esther, le premier voile que met Hachem, c'est Achor Be'achor, oui. Et ça s'appelle un Esther Panim, c'est-à-dire que je comprends qu'Hachem est caché. Il est caché,
Et donc, je me trouve dans une contrainte. Je dois vivre, c'est pas la bracha qui descend sur nous de manière libre, etc., comme des sources qui fournissent de l'eau, oui. Mais là, ce n'est que caché. Mais je sais... Les Arabes qui attendent que la Non, parce que j'ai fait un Torah ce Shabbat. Et j'ai cité un aviateur qui avait ramené les Arabes il y avait des Arabes en France, qui est les Arabes du désert. Les Arabes du désert, il les a installés pour leur montrer les montagnes verdoyantes du sud de la France. Il les a amenés devant une cascade. Et ils ont été ébahis devant la cascade. Et quand il leur a dit, bon, on s'en va, on va visiter autre chose, il leur a dit, on ne bouge pas d'ici. Il demande pourquoi vous ne bougez pas d'ici. Je ne bouge pas d'ici parce que on attend quoi? On attend que ça s'arrête. Mais si vous voulez, c'est la lecture, leur grille de lecture à eux, elle était que ça va s'arrêter. Votre bon Dieu, il a dit, l'arabe est bien plus gentil que sur le nôtre dans le désert. Oui. Mais nous, quelque part, Hachem se masque en n'arrêtant pas la cascade. Vous comprenez bien. Et qu'il n'est plus visible par le seul fait que la cascade ne s'arrête pas. Et tandis qu'il est bien plus visible dans le désert où il y a de l'eau, où il n'y a pas d'eau. D'accord? Toujours est-il que le premier Esther Panim, c'est qu'on sait qu'Hachem se cache et que donc on est malheureux. Quand il se cache, naturellement les brachot sont moins visibles, qu'il y a moins de brachot, c'est pas facile pour nous, etc. Mais 2 fois Esther, oui, c'est-à-dire quand on a vu dans le pasuk Vanochi Aster Astir Panai, c'est-à-dire même mon voile, même mon voile, il est voilé. Même mon voile, il est voilé. C'est-à-dire, dans Achor Be'achor, où il y a le premier voile, dans Achor Be'achor, où il y a le premier voile, oui, je sais qu'Hachem se cache, mais je sais qu'Hachem s'est caché. Mais quand je mets un voile au voile lui-même, je ne sais même pas qu'Hachem s'est caché. Et je ne le recherche plus. Naturellement, vous reconnaissez notre situation. Oui. Oui, mais on a la mémoire, on a la mémoire du premier. La mémoire, elle est défaillante. C'est une question de temps. Loin des yeux, loin du cœur. Oui, j'ai la mémoire qui flanche. C'est comme ça, il n'y a pas de possibilité. Et donc, quand Hachem passe au deuxième stade, où on ne sait même plus qu'il est là, alors à ce moment-là, c'est là que vient ce qu'on appelle la Nessira, la séparation. Là, quand je nous met dans une situation dans laquelle, si on revient vers lui après ça, vous comprenez? Alors à ce moment-là, c'est une adhésion profonde au principe qu'Hachem dirige le monde. Oui. Pourquoi? Parce que il est passé par un premier stade où il se voile, et un deuxième stade où même le voile, il est voilé. Et donc, on ne sait même pas qui se cache. On ne sait même plus qui est Hachem. On n'a plus de perception de cette histoire-là. Même la mémoire, que je beaucoup sais très bien que c'est une question de temps, d'accord, et une question de circonstance, et qu'à partir de ce moment-là, on arrive à un déchirement. On arrive à une Nessira. Ça se coupe de nous. Donc d'en haut, dans les mondes d'en haut, à que je vous mets un premier voile, là j'ai encore un souvenir, et puis un second voile, où là j'ai plus de souvenir du tout. Vient à ce moment-là ce qu'on appelle la Nessira, c'est les situations dramatiques que nous avons connues dans des périodes de galouillotte extrêmement difficiles. La période par exemple d'Empurim qu'on vient de voir, c'était le moment où Mordechai et Esther, le peuple juif était condamné, d'accord? Et pourquoi il était condamné? En amont de ça, il est allé au Mishté de Achashverosh. Et pourquoi il est allé en amont de ça au Mishté de Achashverosh, au repas? C'est que il n'y a plus d'Hachem, il ne le voit plus. Il ne le voit plus. Yeshno, oui, leur Dieu disait à Haman, Kaviachol dort, il n'est plus là. Entendez les lumières, la vitalité ne descend plus, oui. On peut les attaquer, ils voient plus clair, ils n'ont plus de vitalité, ils n'ont plus rien, d'accord? Ça c'est la période de la Nessira. En Égypte, la période de la Nessira, elle s'est faite de la manière suivante. La période de la Nessira, elle s'est faite de la manière suivante en Égypte, c'est que les Juifs ont contribué à la construction des villes de réserve, oui, et ça leur a été présenté comme un service national, oui.
le roi d'Égypte, Paro, est venu, et il a dit, on va construire pour la nation, oui, des villes de réserve, et il était le premier à prendre la truelle avec le mortier et à placer les pierres, lui Paro, et les Juifs ont suivi en disant, nous aussi, nous sommes des nationalistes. Vous savez, ces mots-là, hein, c'est que les Juifs étaient dans un système de Astir Panim. Oui, on était dans un système de Haster Astir, où le voile lui-même n'existe plus. En fait, on a abandonné l'ambition d'avoir un lien avec Hachem. Il n'existe plus. On a abandonné, on a fait Yehush. On a abandonné l'ambition d'avoir un Hachem avec Hachem. Et cette situation est nécessaire pour que quand on revienne demain, on revienne de notre propre chef, de notre propre gré. Oui. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous met dans des situations horribles, oui, dans lesquelles, quand ensuite on va revenir parce qu'on veut revenir. Et c'est ça qu'il veut, Hachem. Oui. J'ai deux questions. La première, quand vous parlez des Juifs là, qui avaient, à Purim, ou là, les nationalistes, etc., est-ce que du coup, on considère que, bien, j'imagine qu'ils avaient un libre arbitre et qu'ils auraient pu ne pas aller dans cette voie-là. À mon avis, ils n'avaient pas de libre arbitre. À votre avis, même le libre arbitre est anéanti? Écoutez, on me met deux voiles devant les yeux. Ce que je vois, on me met du bleu et du rouge et on me dit, tu vois, derrière le bleu, le rouge, c'est blanc. D'accord. Tu vois pas blanc? Ben non, je vois rouge. Je vois ce que je vois. Alors, bleu, blanc, rouge. Vous avez compris, bleu, blanc, rouge. Ma deuxième question, c'est, bien entendu, tout le monde ne va pas revenir, parce que vous avez bien dit, si on revient... On va en perdre, c'est votre question. Qui c'est qui m'a posé la question d'en perdre au passage? Oui, on perd au passage. Donc on perd au passage. Oui, on en perd au passage. Mais rassurez-vous, donc, c'est-à-dire que rien ne se perd, rien ne se crée. On les retrouve au Gilgoul d'après. Il n'y a pas de souci. Ok, maintenant, alors, c'est quoi? Ça veut dire, c'est une forme de manipulation. Si maintenant... Et une instrumentalisation, c'est ce qu'il avait dit, le Rav, l'instrumentalisation de notre liberté. Mais alors, évidemment. D'accord, Ah oui, oui. Mais évidemment. Non, ça veut dire, on est là, on n'a pas de libre arbitre, c'est-à-dire Si, il y a si, libre Vous allez l'acquérir, le libre arbitre. Alors, attends, à quel moment je l'acquiers? Après l'année Si j'ai un Syrah. double voile et que je suis perdue. Mais non, mais c'est après ça. Au contraire, vous n'en avez aucun. Tant que vous êtes lié à Hachem et contrainte, vous n'avez... J'ai pas compris, je Oui. comprends pas. Vous me dites au premier stade, le libre arbitre est anéanti par un double Totalement. voile. Mais vous Ensuite, n'en avez il jamais y a vu. passage. Vous n'en avez jamais Alors vu. quand est-ce qu'il revient? Quand c'est coupé, et maintenant, si je reviens, c'est moi qui reviens. Avant ça, je n'existe pas. Je ne suis que comme... tout le monde peut revenir. Oui. Voilà. Mais vous dites on en perd au passage. C'est ceux qui ont failli dans le libre arbitre. J'ai un libre arbitre. Ok, voilà, d'accord. Oui. D'accord. Ceux qui Donc ont ça failli. veut dire que tout celui qu'on voit maintenant, qui est en colère, qui a souffert, qui machin, nanana, il a le moyen de revenir. Évidemment. Parce que c'est pas... Évidemment qu'il a les moyens de revenir. D'accord. Et d'ailleurs, maintenant, quand on les juge avec plus d'indulgence, oui. On n'a pas de libre arbitre. On l'acquiert, au contraire, par les épreuves. Avant l'épreuve, quel libre arbitre vous avez? Vous êtes comme Ubar Yerechimo. Un bébé, c'est le membre de sa mère. Quel libre arbitre vous avez? Chez une plaisance, vous êtes heureux, d'accord, mais libre arbitre, zéro. Il n'y a pas de libre arbitre là-dedans. Non, mais d'accord, mais c'est-à-dire que dans l'épreuve, effectivement, j'ai toujours le moyen. Quand à Akadosh Baruch Hu, on arrive à la Nessira et qu'il nous contraint à ce... Il n'y a plus, d'accord, on ne voit plus rien. C'est là que vous acquérez un libre arbitre, c'est oui ou non. Mais vous comprenez que c'est un cheminement qui est quasiment obligatoire. Vu que nous-mêmes, on est Yerer, on est des membres de la Shrina, oui. Et que donc, tant qu'on est en rapport total avec elle, oui, quel libre arbitre avons-nous? Que vaut notre engagement? Que vaut notre engagement? Rien. Ou peu, d'accord? Et Akadosh Baruch Hu ne se contente absolument pas de ça, et il veut, par cette Nessira, cette séparation, nous faire accéder à notre propre dimension. J'ai dit qu'on passe de Achor vers Achor à Panim Bepanim, oui, et qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour accéder à notre dimension que les souffrances qu'on endure pour pouvoir arriver par la Nessira à la dimension personnelle, Panim, Lachon, Pnimiut. Je ne peux pas avoir de pnimiut, Adam et Chava liés l'un à l'autre, ne peuvent pas avoir une pnimiut personnelle, c'est pas possible. Donc leur engagement est un peu contraint, si je puis dire. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Jusqu'au moment où ils sont séparés, quand ils reviennent l'un vers l'autre, alors ils viennent quelque chose. La figuration d'Adam et Chava qui viennent vers l'autre, c'est le peuple d'Israël qui vient vers Hachem.
lui qui retourne à Hachem, et encore faut-il qu'il ait acquis sa libération. Si jamais il n'a pas de libre arbitre, donc la galoute nous amène un libre arbitre. L'acquisition nous amène, quand tous les peuples nous tapent dessus, ils ont zéro libre arbitre en ce qui les concerne. Oui, zéro libre arbitre. Ils sont instrumentalisés. Et complètement instrumentalisés. Nous, au contraire, nous accédons à notre libre arbitre. Et il n'y a pas moyen d'y accéder autrement que par cette Nessira. Oui. Dans le cas de Adam et Rava, Ouais. c'est Hachem qui provoque la Nessira, alors que par exemple parents-enfants, dans le cas de parents-enfants, ce ne sont pas les parents forcément qui provoquent, c'est l'enfant qui provoque la Nessira. Alors là, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais il a ça besoin demande... de son individualité, il se sépare. Non, Vous rentrez Voilà. dans une rue étroite. Oui, là, j'aime bien les côtés fermés. Non, parce que qui décide Il y de a la pas- Nessira? Est-ce que c'est Hachem? Ah, pas de problème. Oui, je Est-ce vais que vous c'est expliquer. Hachem? Voilà. Je vais vous expliquer. Je vous ai dit en début de cours Qui décide? qu'en vérité, nous ne sommes que comme la pellicule, oui, qui projette sur l'écran des scènes qui nous provoquent. On est en accord avec tous les acteurs, on vit avec eux, et ils sont malheureux, on est malheureux, ils sourient, on sourit, ils sont heureux, on est heureux, et c'est qu'une pellicule, un écran qui est sur le truc. Vous mettez la main devant l'écran, il n'y a plus de film, il n'y a plus de monsieur qui descend du cheval, il n'y a plus de tank, il n'y a plus rien du tout, d'accord? Donc ici, nous sommes que la projection de ce qui se passe en haut, d'accord? Et c'est pour ça que nous n'avons pas de libre, si on regardait, on n'a pas de libre arbitre avant justement cette Nessira, cette séparation-là. Mais puisque nous ne sommes que la projection de cette chose-là, tous mes mouvements sont contraints d'une manière générale. J'ai pas dit que le moule que je suis, oui, n'a pas influé dans une bonne ou une mauvaise direction sur les lumières en portions congrues ou en portions abondantes qui m'ont été fournies. D'accord? Je ne dis pas que je n'ai pas du tout d'impact. J'ai un impact. Mais, si vous voulez, en fait c'est une petite révolution, ce que je veux vous dire. Hein. Mais ça va vous expliquer pourquoi il y a eu un Freud au siècle précédent, etc. En vérité, je ne suis pas libre parce que je crois bêtement, oui, que je ne suis pas bivalent. Je crois bêtement que je suis univoque, oui, c'est moi qui parle, c'est pas moi qui parle. C'est mon principe vital interne qui parle, qui est le vrai moi, ou qui est une forme divine de ma personnalité. Et donc, lui, tant que je ne fais pas de séparation entre le moi physique et l'intériorité, alors à ce moment-là, hein, tant que je ne fais pas cette séparation, j'ai l'impression que c'est moi qui agis. À partir du moment où je fais une séparation en disant j'ai un principe vital qui m'anime à l'intérieur, et lui-même, il est très affecté par tout ce qui se passe en haut, alors à partir de ce moment-là, je comprends que même mes actes, mes impressions, mes sentiments, mes oppressions, je suis oppressé, parce que Maneshama, Akadosh Baruch Hu, là-haut, a décidé de serrer le cordon, oui. Et donc je me retrouve en galoute, j'ai un sentiment d'oppression. Mais moi, quand je vais entendre ce sentiment d'oppression, soit je suis très racham, soit je ne le suis pas, et on ne l'est pas en général, surtout quand on est énervé, d'accord? Et donc je vais sentir que je suis oppressé par ma femme, elle m'a crié, c'est ça qui m'a oppressé. Mais pas du tout. Tu as une oppression latente, profonde, tu es déjà dépressif, oui. Ta neshama, elle est étouffée, elle ne respire plus, oui. Vient ensuite que tu ne sais pas interpréter les signes qui viennent d'en haut, et que donc tu te retrouves dans une situation dans laquelle tu crois que c'est ce qui se passe horizontalement qui a provoqué chez toi tous les sentiments et les impressions que tu as. Or, réfléchissons. Des sentiments, des sensations, des impressions, des intuitions, oui, elles me sont fournies. Je ne sais pas d'où elles viennent, oui. Et ensuite, si j'accepte l'idée que je suis une projection d'en haut et que mon intériorité, j'en ai que dans une certaine mesure la maîtrise, en pensant, en remontant, en pensant, en articulant, en ayant des pensées, en
en créant des aspirations, etc. Ça, c'est ma part à moi. Mais en vérité, tout ce qui arrive par en haut, j'en ai aucune maîtrise. Si je suis en période de galoute, je sens une obsession, une oppression. Je ne sais même pas d'où elle vient. Oui. Et je vais dire, ah ben c'est les Allemands. Ouais. C'est les Allemands, c'est sûr que c'est les Allemands qui m'ont oppressé. Oui. Ou bien, c'est pas les Allemands, c'est les Américains, c'est pas les Américains, c'est les Arabes, c'est pas les Arabes, c'est les Polonais, c'est pas les Polonais, etc. Et les Polonais eux-mêmes, ils sont instrumentalisés. Eux-mêmes, ils n'ont pas de liberté. Oui. Et on se retrouve dans une situation dans laquelle, en vérité, ma profondeur, elle est déjà dans une situation, dans une metsiout, dans une situation dans laquelle les goyim diraient la messe, elle est dite. L'affaire, elle est réglée. C'est fini. Oui. Prédéfini. C'est prédéfini. On n'a plus. C'est comme les dessins avec les pointillés. Vous savez, vous mettez les points et vous faites le truc. Mais il y en a quand même qui vont avoir un sentiment de révolte contre Hachem. Bien sûr. D'ailleurs, ceux-là, ils savent plus du tout où ils en sont. Et ici, quand ils feront tchouva, oui, ceux-là, leur tchouva, c'est une vraie tchouva. On attend d'ailleurs de cette messie, de cette. Hein? C'est. Ils feront. Pourquoi vous êtes pessimiste? Vous croyez que le patron, il est un mauvais gestionnaire, là? Vous savez qu'il ne connaît pas les détours des psychologies des personnes quand il manipule le truc. Hein? Et quand un enfant, il se rebelle au début, il ne va pas revenir. Il va revenir. Et donc ici, vous voyez que notre contrainte est déjà interne. Vous devez avoir une dichotomie vis-à-vis de vous-même, une certaine prudence quand vous vous observez, oui, et vous demandez quelle est la part de ce qui a déjà été écrit en ce qui concerne la part que, attention, ma part existe aussi, hein, et la part de ce que moi je vais faire dans cette situation, de ce qu'on attend de moi devant cette incroyable sollicitation. Que je beaucoup. Il crée le film, il crée le décor, il vous met dans une situation dans laquelle on attend que vous réagissiez. Il n'y a que vous qui réagissez. Il n'y a que les juges, d'une manière générale, qui réagissent. Oui. Les autres contribuent à cette réaction-là. Et dans cette réaction vous amène à votre labriout, pnimiout. Cette réaction vous amène à votre pnimiout. C'est que comme ça que vous existez, et c'est que comme ça que depuis le bas, vous arrivez à créer du céleste, en quelque sorte. Oui. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Justement, qu'est-ce que vous pensez de l'aller-retour entre Achor Be'achor et Panim Bepanim, Achor Be'achor? Ça existe, ça? Mais bien sûr, à chaque niveau où je veux acquérir une dimension de plus, je passe par plusieurs stade de Achor Bachor, de Nessira Vichoulé, évidemment. Mais par exemple, vous doutez jamais. Pourquoi tu dis ça? Parce que, en fait, des fois. Ce serait pas humain. Non, si. Oui, ça se peut, puisqu'une fois que la Nessira elle est passée, on a mais c'est pas le même choix. C'est pas la même problématique. La problématique évolue. Il s'agit à ce moment-là d'ambitionner un dévoilement plus important. D'accord. Mais jamais on retourne en arrière. On peut même retourner en arrière. Quelqu'un qui fait des fautes, il retourne en arrière, évidemment. On retourne, on a des faiblesses. Non, pas en faisant des fautes. Je parlais par on a des faiblesses, La Nessira, c'est quelque chose. Ça veut dire, on ne peut pas avoir le panim si on n'a pas vécu la Nessira. Mais non, puisque vous êtes dépendant. Vous ne pouvez pas avoir votre profondeur si jamais vous n'avez pas de quant à soi. Et la Nessira, elle est un laps de temps, ce prélude. C'est clair? Ce prélude à ce moment d'équilibre, là, cette Nessira, il est long. C'est un moment de déséquilibre. De déséquilibre avant l'équilibre. Si je vous donnais un timing, ce ne serait pas une épreuve. Parce que si on me dit, votre épreuve finit dans 1 heure, je dors pendant... C'est le moment de faire une sieste. Vous ne pouvez pas avoir une épreuve si jamais c'est déterminé dans le temps, ça n'a pas de sens. Vous ne savez jamais quand ça finit, sinon c'est pas une épreuve. C'est la Nessira l'épreuve? Vous êtes le déséquilibre, oui, c'est la coupure, où vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Mais c'est jamais fini en fait. Et donc on n'est pas endormi, alors on est plus que réveillé dans Mais non, mais Tardema n'a jamais voulu dire dormir. Ça veut dire qu'Akhtosbor est absent, il a l'air de ne pas être là.
Et donc je suis privé de ma chorma. Je suis privé de ma compréhension. Puisque ma chorma est une lumière qui me vient d'en haut, si on me coupe la chorma, je deviens bête du jour au lendemain. Vous comprenez? Et ça ne veut pas dire que je n'ai pas des réflexes de construction. Je vais croire que je suis encore intelligent, mais je suis déjà bête. Vous voyez, les lumières d'en haut me sont coupées. Et je dois redécouvrir tout ça. Par moi-même. Et à ce moment-là, c'est mon travail qui fait. Et c'est ça, la galoute. La galoute, elle est là-dedans, pour qu'on accède à notre dimension personnelle et à notre profondeur personnelle. Et après, le panim bepanim, c'est ça. C'est l'avodat Hashem tout le temps. C'est l'avodat Hashem consciente et avec et un dévoilement, avec où c'est plus clair pour vous. Les choses sont bien plus claires pour vous. Et donc ici, vous voyez que c'est un développement. Je vous ai pas masqué les choses. Ça va mal, parce que c'est coupé en haut. Alors on abandonne les chemins qui sont les bons chemins. Ça, c'est notre premier réflexe. Ensuite, c'est pas si simple. On doit fouiller derrière dans l'infractuosité des roches. Vous savez, dans les brins d'herbe qui poussent entre les pavés. Vous devez chercher qu'est-ce qui est pas si simple que ça, et vous redécouvrez Akadosh Baruch Hu. Ou bien vous arrivez à vous frayer votre propre chemin pour, dans l'obscurité, y voir un peu plus clair. Et ça, c'est la fin de la Nessira. C'est le début du panim bepanim, et c'est personnel. Là, c'est un vrai engagement. Oui. Et vous avez une présence dévoilée à ce moment-là. Il y a juste une chose qui me reste pour bien comprendre, c'est quand parfois on a des chemins qui peuvent être justement dans l'épreuve, la Nessira. Parfois, on les attribue simplement à notre bêtise et non pas à la... C'est ça le truc. Le voile du voile. Vous êtes tellement voilé que c'est comme ça, mais il faut sortir de ça. Il faut savoir que vous avez deux dimensions, et une des deux dimensions est liée. Et que donc, ça, les sentiments de bonheur ou d'oppression ne sont pas forcément entièrement dus à la situation d'en face de vous. C'est pas l'autre qui réagit, c'est vous qui réagissez. Écoutez, vous êtes... On arrête ce coup-là. Voilà.